Le voiturier m'a à peine regardé en prenant ma Corolla vieille de 10 ans, de la même manière qu'il venait de sourire à la Lexus devant moi. Derrière les portes vitrées d'Ara, tout rutilait, lustre doré, linge de table ivoire, verre à vin si fin qu'il semblait pouvoir se briser sous un souffle. Le choix de ma mère, bien sûr, elle avait insisté pour que leur 45e anniversaire soit célébré dans un lieu digne de l'héritage de notre famille. Je suis Brie Whitmore. La deuxième fille. La fille non mentionnée. Le genre de fille que l'on invite par obligation, et même alors, à peine. Il était 18h58. La réservation était pour 19h, ce qui signifiait que ma sœur, Sloan, était déjà arrivée, parfaitement à l'heure pour quelqu'un qui croit qu'être en retard est un privilège réservé aux gens sans importance. Les yeux du maître d'hôtel ont parcouru ma simple robe noire, s'attardant une fraction de seconde de trop sur le talon usé de ma botte avant de s'adoucir d'une chaleur forcée. La table Whitmore ? Oui, ai-je répondu, la voix neutre. Votre sœur a dit que vous pourriez vous joindre à nous. Pourriez vous joindre. Les mots ne m'ont pas surprise, ils ont simplement confirmé ce que je savais déjà, j'étais optionnelle dans leur histoire. Quand j'ai atteint la table, nichée dans un coin privé, naturellement, Sloan rayonnait dans une robe cramoisie qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné le mois dernier. Son rire scintillait plus fort que la verrerie. Elle n'a même pas levé les yeux. Puis elle s'est levée, a levé sa coupe de champagne et a dit, à Eleanor et Paul Whitmore. Merci d'avoir élevé l'enfant unique la plus extraordinaire qu'une famille puisse demander. Personne ne l'a corrigé. Pas une seule tête ne s'est tournée vers moi. Mais ce soir-là, je n'étais pas venue pour être remarquée. J'étais venue pour briser le silence. Sloan a toujours été l'éblouissante. Même enfant, les gens gravitaient autour d'elle comme si elle était illuminée de l'intérieur. Récital de ballet, foire scientifique, élection au conseil des élèves, elle ne se contentait pas de participer, elle dominait. Et mes parents, ils suivaient sa lumière comme si c'était la seule digne d'être vue. Pendant ce temps, je devenais le flou en arrière-plan sur les photos de famille. Je n'étais pas timide, je n'étais pas difficile. J'étais juste plus discrète. Le genre d'enfant qui construisait des maisons de poupées avec des boîtes à chaussures et dessinait des chambres dans des carnets de croquis au lieu de réclamer de l'attention. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont manqué l'exposition d'art de mon école. Sloan avait un match de tennis le même jour. On ira à la prochaine, avait dit mon père sans lever les yeux de son calendrier. Il n'y a jamais eu de prochaine. Au lycée, j'ai été acceptée dans un programme universitaire anticipé de design d'intérieur. J'ai imprimé la lettre d'admission, l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine avec un mot qui disait « J'ai réussi ». Elle est restée là pendant 2 jours avant de disparaître. Pas de félicitations, pas de questions. Juste le silence. Ma tante Lydia et mon oncle Franck, eux, l'avaient remarqué. Ils sont venus à la présentation des étudiants avec un bouquet et un sourire fier. « Tu es une vraie de vraie, ma puce », m'avait chuchoté oncle Franck en me serrant l'épaule comme si cela signifiait quelque chose. Et c'était le cas. À la maison, les choses ont empiré quand Sloan a commencé sa carrière en marketing. Chaque fête était un florilège de ses promotions, de ses récompenses, de ses campagnes. Une fois, j'ai mentionné un restaurant que j'avais aidé à concevoir, et ma mère a cligné des yeux comme si elle ne savait même pas que je travaillais dans ce domaine. « Tu fais de l'art, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé vaguement, avant de se tourner vers Sloan pour lui poser des questions sur un panneau d'affichage en ville avec son visage dessus. J'ai appris à me faire toute petite, à cesser d'offrir des morceaux de moi-même pour les voir tomber par terre, ignorés. Mais j'ai continué à économiser. Chaque mission en freelance, chaque consultation de design, chaque travail de week-end. J'ai mis l'argent de côté, non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que j'espérais encore qu'un jour, ils me verraient enfin. Pas seulement me tolérer. Pas seulement se souvenir de moi. Me voir. 7 ans. 65 000 $. L'enveloppe que j'avais apportée à ce dîner ne concernait pas l'argent. Elle concernait la preuve. La preuve que je comptais. Que j'étais digne de faire partie de leur héritage, moi aussi. Mais quelque chose s'est produit au moment où Sloan a porté ce toast. Pour la première fois, j'ai cessé d'espérer. Et j'ai commencé à me souvenir. Le tintement des verres m'entourait,
de doux rires s'enflant comme une marée montante. Et toujours, personne ne regardait dans ma direction. Le toast de Sloan était tombé comme s'il avait été écrit par une équipe de relations publiques, impeccable, charismatique, faux. Et le plus glaçant, c'est que personne ne semblait s'en soucier. Ni ma mère, souriant les yeux humides, ni mon père, levant son verre comme si c'était parole d'évangile. Même nos parents, des gens qui m'avaient vu grandir, hochaient simplement la tête, souriaient, sirotaient leur boisson, comme si je n'avais jamais existé. J'aurais dû m'y attendre. Mais s'y attendre ne rendait pas la douleur moins vive. J'étais assise au bout de la longue table de banquet, à moitié cachée derrière une plante décorative, comme un accessoire mal placé. Le petit ami d'une cousine, qui ne me reconnaissait pas, s'est penché et a demandé « Faites-vous aussi partie de la famille Whitmore ?» Avant que je puisse répondre, les serveurs sont apparus avec des flûtes de champagne. Le moment est passé, comme si je n'étais même pas là. Je sentais le poids de l'enveloppe dans mon sac à main, pressant contre ma cuisse. Papier épais, couleur crème, choisi avec soin. Un symbole d'année que je ne pourrais jamais récupérer. Un symbole dont j'avais autrefois pensé qu'il achèterait l'appartenance. J'ai balayé la table du regard à nouveau. La réponse était douloureusement claire. Personne ici ne choisirait jamais de me voir. Mais Lydia et Frank, eux, l'avaient toujours fait. Assis légèrement à l'écart de la table, non par exclusion, mais parce que c'était leur nature, des gens discrets qui n'avaient pas besoin de se donner en spectacle pour attirer l'attention. Je me suis levée lentement, lissant le devant de ma robe. Personne n'a remarqué. Les conversations ont continué. Ma mère a attrapé son verre de vin. Mon père a vérifié sa montre. Sloan avait déjà entamé une autre histoire sur une campagne publicitaire au succès viral. J'ai traversé la pièce, sans me presser, sans théâtralité, et me suis approchée de Lydia et Frank. Tante Lydia a levé les yeux, qui se sont écarquillés. Oncle Frank a posé sa fourchette, la bouche encore pleine d'une bouchée de bar. J'ai déposé doucement l'enveloppe sur la table devant eux. Ceci est pour vous, ai-je dit, juste assez fort pour qu'ils m'entendent. Juste assez pour que la pièce tombe dans le silence. Et ce fut le cas. Les conversations se sont tues comme si elles avaient été tranchées en plein mot. Le rire de Sloan s'est coupé net. La fourchette de ma mère a tinté contre la porcelaine. Pour la première fois de la soirée, tout le monde s'est tourné pour me regarder. La main de Lydia tremblait en touchant l'enveloppe. Briller, qu'est-ce que c'est? Ouvrez-la quand vous rentrerez chez vous, ai-je dit, la voix ferme. Je voulais juste que vous l'ayez. Pour tout. La main burinée de Frank a recouvert la mienne, chaude et rassurante. Tu n'avais pas besoin de faire ça, a-t-il dit doucement. Vous m'avez vu, ai-je murmuré. Et c'était suffisant. J'ai tourné la tête, mon regard effleurant le visage stupéfait de ma sœur, le sourire figé de ma mère, le regard vide de mon père. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas pleuré. Le maître d'hôtel, comme s'il avait été convoqué par un signal invisible, est apparu avec mon manteau. Tandis qu'il m'aidait à l'enfiler, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir doré du restaurant. Je me tenais plus droite que jamais. Je suis sortie dans la nuit du Connecticut, fraîche, sombre, absolue. Et je n'ai pas regardé en arrière. Ce fut le moment où le silence s'est fissuré. Et quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à rugir. Le temps que j'arrive chez moi, mon téléphone affichait 17 appels manqués. Les horodatages remontaient le cours de la nuit, 22h41, 21h16, 19h59, 18h03. Ma boîte vocale clignotait comme une alarme incendie, pleine de messages que je connaissais déjà par cœur avant même d'appuyer sur lecture. Le premier était arrivé juste après que j'ai quitté le restaurant. La voix de mon père, sèche, clinique, disait « Tu as embarrassé cette famille ». 4 mots. Pas de salutation, pas de formule de politesse. Ensuite, ma mère, 2 minutes et demie de culpabilité haletante, se demandant comment j'avais pu leur faire ça, à eux, briller, après tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi, devant tout le monde. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai fait du thé à la place, laissant la vapeur monter dans le calme de mon appartement pendant que le téléphone vibrait encore et encore. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste écouté le bruit de la bouilloire qui sifflait, le tintement de la porcelaine. Des choses réelles, solides. À midi, Sloan a envoyé un texto. C'était une capture d'écran de quelque chose que j'avais envoyé à tante Lydia 3 ans plus tôt, pendant une dépression qui semblait ne jamais devoir finir. J'avais écrit, parfois, j'ai envie de crier jusqu'à ce qu'ils se souviennent enfin que j'existe. La légende de Sloan, clairement, tu es instable depuis un moment. Nous sommes tous très inquiets. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué nos parents. Le silence qui a suivi n'était pas douloureux. Il semblait pur. Tante Lydia a appelé vers 16 heures. Sa voix était douce, tremblante. Nous n'avons pas encore ouvert l'enveloppe. Es-tu sûr? Oui, ai-je dit. Vous m'avez toujours vu. C'était uniquement pour ça. Une pause. Puis la voix d'oncle Frank s'est fait entendre en arrière-plan, basse et stupéfaite. C'est 65 000 $. Vous l'avez mérité, ai-je dit. Avec gentillesse. Avec constance. En étant présent quand personne d'autre ne l'était. Tante Lydia n'a pas répondu tout de suite. Juste un son doux, quelque part entre un sanglot et un rire. Nous t'avons toujours vu, ma chérie, a-t-elle finalement dit. Même quand eux ne te voyaient pas. Cette nuit-là, j'ai dormi 9 heures d'affilée. Pas de rêves angoissants, pas de disputes répétées mentalement. Juste du repos. Quand je me suis réveillée, la clarté était immédiate, comme si une fenêtre avait été ouverte dans ma poitrine. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre. Chère maman et papa. Je vous libère de l'obligation de prétendre aimer quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment connu. Et je me libère du fardeau d'essayer de le mériter. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Je vous souhaite la paix. Mais j'en ai fini de prétendre. Briller. J'ai cliqué sur envoyer et je n'ai pas regardé en arrière. Puis j'ai décroché les cadres photos du mur de mon salon. Ceux avec les poses soignées de ma mère et les sourires guindés de mon père. Je les ai enveloppés dans du papier journal et les ai mis dans une boîte. L'histoire préservée, mais plus invitée dans mon présent. Les jours ont passé. Le silence s'est approfondi. Mais contrairement à avant, il ne résonnait pas. Il me soutenait. Il me stabilisait. Jusqu'à ce qu'un dimanche après-midi, une Lexus argentée se gare dans mon allée. Cela ressemblait à une menace enveloppée dans une sellerie en cuir. Mes parents se tenaient sur mon porche, comme des ambassadeurs d'un empire en déclin. Ma mère portait un manteau de laine beige et ses perles emblématiques, sa posture droite, son expression composée. Mon père serrait une enveloppe Kraft comme un bouclier. J'ai reconnu la manœuvre, quand l'affection échoue, arriver avec des papiers. Ils n'ont pas frappé. Ils ont attendu que j'ouvre la porte. Je l'ai fait. Vous pouvez entrer pour 20 minutes, ai-je dit. J'ai une réunion avec un client à 15 heures. Un mensonge, bien sûr, mais nécessaire. À l'intérieur, il semblait déplacé dans le confort chaleureux et soigné de ma maison. Le tapis tissé à la main, les étagères sur mesure, les murs remplis de photos d'amis, de projets et de souvenirs qui n'avaient rien à voir avec eux. Les yeux de ma mère balayaient tout, cherchant des signes d'instabilité. Mon père restait raide, sa mallette toujours fermée. Nous avons rapporté des choses que tu voudras peut-être voir, a-t-il dit. Il a commencé à étaler des photos sur ma table basse. Photos de bébés, récompenses scolaires, quelques clichés flous d'anniversaire. Ma mère s'est perchée sur le bord du canapé. Nous avons réfléchi, brillé, à la guérison, à la famille, à trouver un moyen d'avancer. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée dans la cuisine et j'ai commencé à faire du thé. Tu n'as pas retourné nos appels, a-t-elle continué, sa voix tremblant juste assez pour passer pour de l'inquiétude. Vous m'avez appelé quand vous aviez besoin de gérer une image, ai-je dit. Quand est-ce que vous m'avez appelé pour la dernière fois juste pour demander comment j'allais? Elle a cligné des yeux, décontenancée. Mon père s'est agité. Je suis retournée au salon avec le plateau de thé, le posant à côté de leur offrande de photos soigneusement sélectionnées. Tu as toujours eu du soutien, a lâché mon père. Regarde ces moments. Nous étions là. J'ai sorti mon vieux calendrier en papier d'un tiroir voisin,
les bords usés par des années de déménagement, sans jamais le jeter. 15 mai 2010. Ma première exposition de design en solo. Je vous ai invité. Carole a conduit 4 heures pour être là. Vous aviez répondu oui. Vous n'êtes jamais venu. J'ai tourné à l'onglet suivant. 3 décembre 2012. Appendicectomie d'urgence. L'hôpital a demandé si j'avais des proches à appeler. Je leur ai donné vos numéros. Aucun de vous n'a répondu. Lydia est restée toute la nuit. Le visage de mon père a rougi. Nous avions des engagements. Ta sœur. Toujours ta sœur, ai-je dit, doucement mais sans faiblir. Je n'étais pas difficile. Je n'étais juste pas elle. Ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Mais je n'avais plus d'énergie pour les performances, même les siennes. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle dit. Nous pouvons aller en thérapie. Sloan est d'accord. Sloan n'est pas la bienvenue dans cette conversation, ai-je interrompu. Plus maintenant. Mon père s'est levé, la colère montant. Nous t'avons élevé. Non, ai-je dit. Vous avez élevé Sloan. Je me suis élevé moi-même. Il se tenait là, 2 personnes qui avaient autrefois détenu tout le pouvoir. Mais maintenant, ils n'étaient que des invités qui abusaient de leur hospitalité. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. Je vous souhaite la paix, ai-je répété. Mais j'ai besoin d'espace. Ils ont hésité. Mais ils sont partis. J'ai fermé la porte derrière eux et suis resté immobile un long moment, respirant le calme. Puis j'ai versé mon thé. Il avait refroidi. Mais il avait le goût de la vérité. Le lendemain matin de leur départ, tout semblait plus léger. Le silence dans mon appartement n'était plus solitaire, il était paisible. Mon téléphone était toujours silencieux. Pas d'appel, pas de message. Mais ce silence ne me rongeait plus. Il me réconfortait. Il me rappelait que la paix n'est pas toujours douce. Parfois, elle arrive comme une porte qui se ferme derrière vous. Quelques jours plus tard, tante Lydia a appelé. Nous n'avons pas touché à l'enveloppe, a-t-elle dit doucement. Mais nous avons réfléchi. Serais-tu d'accord si nous en utilisions une partie pour créer une bourse pour les étudiants en design? Des jeunes comme toi. La voix de Franck s'est ajoutée en arrière-plan, seulement si ton nom y figure. Si c'est ce que vous voulez? Ma gorge s'est serrée. Oui, ai-je dit. Je veux ça. L'annonce est parue la semaine suivante dans le journal local. La bourse de design Brillet Whitmore, créée pour soutenir les artistes émergents qui ont besoin d'aide pour être vus. C'était un petit article, niché entre une publicité pour un festival d'hiver et une collecte de fonds pour un petit déjeuner aux pancakes. Mais pour moi, il résonnait plus fort que tout ce que ma famille avait jamais dit à mon sujet. Puis il y a eu Marie. Une étudiante en design, jeune, à la voix douce, incertaine. Elle s'est présentée à mon bureau, tenant un carnet de croquis usés et un email imprimé de son conseiller. J'ai entendu dire que vous seriez peut-être disposé à encadrer quelqu'un. Ses créations étaient brutes, émotionnelles, pleines de promesses. Dites-moi ce que vous voulez que vos espaces évoquent, lui ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je ne sais pas si j'ai le droit de vouloir quoi que ce soit. Je veux juste bien faire. Vous avez le droit, ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de permission pour prendre de la place. Ce fut notre première leçon. Mon appartement a commencé à changer. Des photos de Lydia et Franck ont été accrochées à mes murs. Des croquis encadrés de Marie. Des extraits de projets que j'avais autrefois cachés au cas où ils sembleraient trop audacieux. Maintenant, ils étaient au centre. Un soir de neige, j'ai organisé une petite réception d'hiver. Rien d'extraordinaire, juste du cidre, des biscuits et le genre de personnes qui viennent parce qu'elles tiennent à vous. Ce soir-là, debout dans ma cuisine, j'ai regardé autour de moi des visages qui ressemblaient à une famille. Personne n'a posé de questions sur mes parents. Personne n'a mentionné Sloan. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous pourquoi ce rassemblement était important. Et dans cette chaleur, avec une musique douce, des rires débordant dans mon couloir, un plateau de biscuits au gingembre à moitié dévoré sur la table, j'ai réalisé quelque chose.
Je n'avais pas seulement laissé quelque chose derrière moi. J'avais construit quelque chose de mieux. Je ne pensais pas que la paix ressemblerait à des tasses dépareillées, des chaussettes chaudes et des rires résonnants dans mon couloir. Mais c'est le cas. C'est l'odeur de cannelle dans la vieille flanelle de Franck. C'est Lydia qui fredonne en arrosant les plantes. C'est Marie rayonnante en dévoilant sa première commande. Et c'est moi, n'attendant plus d'être invité dans l'héritage de quelqu'un d'autre, mais en construisant avec mes propres mains. Pas pour l'approbation, pas pour être remarqué. Juste parce que je crois enfin que je mérite l'espace que j'occupe. Cela fait 3 mois depuis ce dîner. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes parents, pas vraiment. Quelques cartes de vœux passives-agressives sont arrivées, non signées, sans adresse, juste, vous souhaitant le meilleur. Je ne les ai pas ouvertes. Je les ai juste classées dans le même tiroir où je garde le bracelet d'hôpital, les cartons d'invitation non ouverts, le souvenir de leur silence. Mais ma vie, ma vraie vie, n'a jamais été aussi bruyante. La bourse a lancé son premier cycle. Les candidatures affluent déjà. Une d'une jeune fille qui a grandi en foyer d'accueil et dessine des plans d'architecture sur des serviettes en papier. Une d'un garçon dont le père se moque de son amour pour les palettes de couleurs, mais qui rêve toujours de concevoir des espaces de guérison pour les vétérans. Chaque histoire me semble familière. Chaque voix fait écho à quelque chose que je chuchotais autrefois dans le noir. S'il vous plaît, faites que je compte. Maintenant, je peux répondre, tu comptes déjà. La semaine dernière, j'ai visité l'atelier de Marie. Elle se tenait au milieu d'une fresque murale partiellement peinte, des émeraudes riches et des lignes de cuivre profondes s'enroulant sur le mur comme des vignes. Elle s'est tournée vers moi et a dit, j'ai enfin l'impression que mon travail dit ce que je ne pouvais pas dire. Et je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Les vieilles photos de famille ont disparu maintenant, remplacées par des cadres remplis de gens qui m'ont choisi, qui m'ont accueilli, qui m'ont vu sans me demander de me faire plus petite. Mes murs ne sont plus organisés pour l'approbation. Ils sont superposés de vie, d'amour et de lumière. Parfois, quand j'arrose les herbes que Lydia m'a aidé à planter sur le rebord de la fenêtre basilic, romarin, thym, je pense à ce moment au restaurant. Comment j'avais prévu d'acheter l'amour de mes parents avec 65 000 $, une lettre manuscrite et de l'espoir. Et comment, à la place, j'ai tout donné aux seules personnes qui m'aient jamais demandé comment j'allais vraiment. Des gens qui n'avaient pas besoin d'un toast parfait ou d'une séance photo pour prouver que j'appartenais. Ces jours-ci, je ne recule plus devant le mot « famille ». Je le définis simplement différemment. La famille, ce sont ceux qui sont là quand ce n'est pas commode. La famille, ce sont ceux qui vous voient dans l'ombre et ne détournent jamais le regard. La famille, ça se choisit. Je ne suis pas partie parce que j'étais amère. Je suis partie parce que j'étais enfin prête à cesser de prouver que je comptais. Et au moment où je l'ai fait, je suis enfin devenue quelqu'un en qui je pouvais croire. Je me vois, maintenant. C'est suffisant.